Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Chef économiste chez Natixis. On revient bien sûr sur l'audition hier, en fin de journée, de Jérôme Powell, le futur président de la Fed. Devant le Sénat, il n'y a pas eu de surprise évidemment, mais on a bien compris dans son discours que la prochaine hausse de taux du mois de décembre était quasiment sûre. C'est quasiment plié là. Oui, non, mais c'est intéressant parce qu'il y a une vraie problématique aux États-Unis que reprend Powell, mais qui était aussi celle de Janet Yellen avant, qui est quelle est vraiment la situation du marché du travail. C'est quelque chose qui est quand même extrêmement important pour la Réserve fédérale, et je crois que c'est un sujet absolument central si on veut comprendre ce qui se passe aux États-Unis. On est à peine à plus de 4% de chômage, donc on pourrait penser qu'on est au plein emploi. Mais les salaires n'augmentent pas. Enfin, voilà. Ils ont de 2,3-4%, c'est ça 4, en moyenne. L'indice le plus raisonnable de 4, le salaire médian plus, parce qu'en fait, il y a une distorsion vers le bas par des gens qui re-rentrent sur le marché du travail avec des salaires faibles, ce qui fait que le salaire médian augmente un peu plus vite que le salaire moyen. Mais c'est le salaire moyen qui fait l'inflation. Donc le salaire moyen a même un petit peu ralenti, on est en dessous de 2,5. Et surtout, le marché du travail continue à créer beaucoup d'emplois. Et donc, on voit qu'on n'est en réalité pas au plein emploi à 4% de taux de chômage. Et on n'est pas au plein emploi parce qu'on ramène des Américains à l'emploi, des Américains qui étaient sortis du marché du travail. Avec un taux de participation Avec un taux de participation faible, qui est un peu remonté, mais qui est 3 points plus bas. Le taux de participation, pour vos auditeurs, c'est la proportion des Américains de plus de 16 ans qui sont sur le marché du travail, qu'ils aient un emploi ou qu'ils soient au chômage. Ils en sont restés éloignés et ils reviennent, c'est ça? Alors, il y a en ce moment un peu plus de 100 000 Américains par mois, en moyenne, qui reviennent sur le marché du travail parce que l'économie crée des emplois, quoi. La question, c'est combien de temps ça dure? Et cette question se complique par Combien de temps ça dure avant que... avant qu'on soit radicalement au plein emploi, donc que les entreprises n'arrivent plus à embaucher et que mécaniquement ça freine la croissance. Ouais. Cette question se complique par quelque chose qui a aussi été mentionné par Powell et qui a été mentionné avant par Yellen, qui est la très mauvaise situation sanitaire, en fait, de santé des Américains d'âge moyen blanc. Vous savez que c'est une des rares populations sur la planète dont le taux de mortalité augmente et l'espérance de vie diminue. Les 50, les 40, 60 ans ou les 40, 55 ans blancs américains, avec des problèmes d'alcoolisme, de drogue. On est bien documenté là-dessus, c'est pas. Ah oui, on n'est pas dans le. Ah non, c'est extrêmement bien documenté. Il y a beaucoup de recherches, y compris académiques, sur le sujet. C'est aussi Angus Deaton qui a sorti un truc. Deaton, prix Nobel, François Bourguignon en France a fait un article là-dessus il y a 2 semaines qui est extrêmement intéressant. Donc on sait que c'est vrai. Et ils se trouvent où ces Américains? Ce sont les Américains... ils sont un peu partout. C'est des Américains essentiellement de 40 à 60 ans blancs avec un niveau intermédiaire d'éducation. Et donc, c'est les victimes de la crise, en gros. C'est ceux qui avaient de bons emplois et qui n'ont plus de bons emplois. C'est ceux qui sont passés par le chômage. C'est ceux qui ont des problèmes avec leur maison, et de leur crédit au moment de la crise. Et donc, l'employabilité de cette partie des Américains s'est beaucoup dégradée. Donc, ça jette un doute sur la capacité à ramener cette partie de la population à l'emploi. Et alors, une banque centrale peut avoir... on revient sur Powell. Et donc donc une banque centrale peut avoir 2 attitudes. C'est-à-dire, elle peut se dire, j'ai encore un gros réservoir d'emplois. Des gens qui vont revenir à l'emploi et qui ne sont pas représentés par le taux de chômage. Et donc, je ne monte pas les taux, où je suis très prudent, parce que je ne veux pas arrêter ce mouvement de retour à l'emploi. Mais normalement, quand on arrive au plein emploi, alors là, il faut monter les taux, puisqu'il y a une tension sur le marché du travail et on attend à ce que ce moment-là... mais qu'on ne voit pas pour l'instant. Et qu'on ne voit pas pour l'instant. Donc la stratégie de la Réserve fédérale, elle est probablement... Wait and see. Et Powell ne sera pas très différent de ce qu'aurait fait Yellen. On voit qu'on est plutôt sur la continuité. Une stratégie intermédiaire, c'est-à-dire on monte les taux lentement, en se disant à un certain moment on va être radicalement au plein emploi donc on ne peut pas rien faire, mais en se disant aussi il reste quand même pas mal d'Américains à ramener à l'emploi et on ne va pas casser ce mouvement de croissance des emplois tant qu'il est possible. Et d'où, si vous regardez, vous savez, ils publient ce qui s'appelle les DOTS, c'est le nom, c'est pour chacun des membres du comité, le nombre de hausses de taux, enfin les hausses de taux qu'ils voient. À venir. Alors sur 2018, c'est assez clair, ils sont concentrés sur 2, 3, et sur 2019, ils n'en savent rien. C'est-à-dire qu'il y a à peu près toutes les opinions sur 2019. Et donc on voit bien que ça reflète la réalité. Sur ce 2018, il y aura un petit nombre de hausses de taux d'intérêt dans cette stratégie prudente intermédiaire. Et 2019, on n'en sait rien. Parce que peut-être qu'on sera arrivé radicalement au plein emploi et qu'à ce moment-là, il va falloir augmenter beaucoup plus vite les taux d'intérêt. Mais pas en 2018. Donc... Mais ça ne se passe pas normalement en 2018. Donc à la question de savoir ce qui pourrait pousser la Fed à augmenter plus vite ses taux, a priori rien en 2018. Sauf si on se trompe tous et que très très vite, on va buter sur une vraie contrainte de plein emploi.
Mais à nouveau, pour l'instant, on voit que les chiffres mensuels de l'emploi continuent à montrer ce retour à l'emploi d'Américains qui étaient sortis de l'emploi à cause de la crise. On a eu quelques éléments, sinon, dans son discours sur la politique monétaire qu'il pourrait mener. On est vraiment dans la continuité. C'est pareil que Janet Yellen, sauf que lui est républicain, finalement. C'est ça la différence. Les Républicains, alors c'est pas exactement les Républicains. Les Républicains ont critiqué assez souvent la présidence précédente de Bernanke sur le thème du laxisme, en disant que c'était dangereux pour l'économie américaine, qu'on crée trop de monnaie. Bon, là, on voit que ceci a disparu, donc on est plutôt, oui, dans une vision de continuité par rapport à Yellen. Il n'y a pas de rupture. En fait, les marchés ce matin, le taux à 10 ans aux États-Unis a bougé de 1 point de base, quoi. Vous voyez, donc personne n'a perçu une rupture. Et donc on n'est pas sur une ligne républicaine dure. D'abord, lui, il est à la Réserve fédérale depuis longtemps, donc, mais on n'est pas sur une ligne républicaine dure qui était une ligne hostile à cette création monétaire énorme et au maintien d'une politique très expansionniste. Allez, Patrick Artus, on parle du Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'il a touché, ça le fait sourire, les 10 000 $. Ça y est, on y est 10 fois plus qu'en début d'année. Cette monnaie donc virtuelle, qui est réputée d'ailleurs infalsifiable, elle ne valait que 5 000 $ mi-octobre. Pourquoi est-ce que le Bitcoin est si cher? Pourquoi cet engouement? Vous connaissez ma prévision, David, qu'on a fait ensemble il y a longtemps. Le Bitcoin, son prix va monter à plus l'infini et le lendemain, il sera à zéro. C'est radical, c'est Patrick Artus. Oui, non, mais c'est ça c'est exactement ce qui est en train de se passer, honnêtement. Enfin, un truc qui double tous les mois, ça va assez vite d'aller à plus l'infini. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas un problème de sécurisation des échanges. Il faut complètement dissocier le Bitcoin et la blockchain. La blockchain, ça s'applique à plein d'autres choses que les crypto-monnaies. Ça s'applique à l'assurance, à l'électricité, aux transactions bancaires. Enfin, et c'est une technique de transaction bilatérale sécurisée qui est extrêmement intéressante et qui est utilisée aussi pour le Bitcoin. Et qui est utilisé aussi pour le Bitcoin. Ça a commencé par là, mais maintenant ça s'applique à énormément d'autres choses dans l'économie. Donc là, on est sur les crypto-monnaies. C'est quoi l'idée des crypto-monnaies? C'est intéressant, c'est une idée de libertarien et qui est populaire à la fois dans les libertariens de droite et dans les libertariens de gauche. C'est que c'est une monnaie dont la quantité offerte, est fixe. Alors, elle n'est pas forcément fixe, mais n'est pas dans les mains de l'État, ou de la Banque centrale, qui est un bout de l'État. Et donc, on sort la monnaie de l'État parce que ces libertariens détestent l'idée que l'État s'occupe de la monnaie, et qu'à nouveau, c'est adopté à la fois par la droite libertarienne et par la gauche anarchiste, disons, l'idée que l'État ne doit pas s'occuper de la monnaie. Et donc, on a une monnaie dont le processus de création ne doit rien à l'État, c'est un algorithme informatique, qui devient de plus en plus complexe et cher, ce qui fait que progressivement, la quantité de Bitcoin en circulation s'arrête de progresser et se stabilise. On est dans cette phase. 20 millions d'unités, un truc comme ça. Ça augmente très peu parce que ça devient très compliqué d'en miner, comme on dirait, parce que tout ça copie les talons or. Pour avoir de nouveaux Bitcoins, il faut aller dans la mine et en chercher, et c'est de plus en plus compliqué. Alors, donc, vous avez une monnaie dont l'offre devient stable. Mais la demande de Bitcoin, elle continue à augmenter parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent s'en servir, etc. Et c'est un usage, c'est une monnaie de transaction. On peut sur PayPal payer, on peut sur Expedia payer. Avec, dans la plupart des pays. Souvent on dit, ouais, c'est un instrument de spéculation, mais on peut aussi payer. Non, mais bien sûr, mais simplement, donc du coup, à la fois pour des motifs spéculatifs. Même le Japon, on l'a reconnu comme moyen légal de paiement. Oui, on peut payer et pour des motifs de blanchiment, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même une monnaie aussi de blanchiment d'argent sale très importante. La demande de Bitcoin est tout à fait considérable. Qu'est-ce qui se passe quand l'offre est stable et que la demande augmente? On a appris ça à l'école. Voilà, en général, les prix montent. Les prix montent. Mais ça monte dans le vent à vous écouter. Non, mais ça monte parce que la demande monte et que l'offre est stable. Donc la seule chose qui peut faire l'équilibre, c'est les prix. Et ceci nous donne un message qui est très clair et qui vaut depuis très très longtemps et des siècles, c'est que tous les essais d'avoir des monnaies dont l'offre n'est pas ajustée en fonction de la demande finissent dans une crise spéculative épouvantable, puisqu'évidemment le prix monte, et à un certain moment tout le monde panique, vend, et là la monnaie disparaît et son prix tombe à zéro. Donc un jour ça s'effondrera. C'est le système de l'eau en France, on dit l'as en français, l'eau en anglais sous la régence, etc. Donc vous avez une demande considérable pour quelque chose dont l'offre est fixe, le prix monte, et puis à un certain moment tout le monde vend parce que le niveau de prix est tellement aberrant que tout le monde a peur et vend, et cette monnaie disparaît. Donc le Bitcoin va disparaître. Donc ceux qui le vendront la veille de sa disparition seront milliardaires, et ceux qui le vendront le lendemain sont ruinés. Et comme ça devient gros, c'est pas totalement rassurant parce que ça sera un vrai choc macro-financier. Et à nouveau, il faut accepter l'idée, qu'on soit libertarien ou pas, qu'il faut qu'une institution s'occupe
d'ajuster la quantité de monnaie en fonction des besoins de l'économie. Et c'est à ça que servent les banques centrales. Les banques centrales ont été créées pas du tout pour stabiliser l'inflation, ça c'est 1980, ont été créées au XVIIIe siècle pour ajuster la quantité de liquidité en fonction des besoins de l'économie. Si vous ne faites pas ça, le prix de la monnaie, c'est-à-dire les taux d'intérêt ou le prix du bitcoin ou dans le temps le prix de l'or, va n'importe où. Ouais. Donc c'est une histoire, vous écoutez, qui va mal se terminer. Ah ben c'est évident que ça va, et puis là on s'en approche, ça va évidemment très très mal se terminer par la ruine de tous ceux qui en auront un jour de trop. Mais d'ici là, ça peut monter, on est à 10 000, ça peut monter à 200 000 $. Ah ben ça peut monter à n'importe quoi. À nouveau, les tulipes hollandaises, enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez comme exemple historique. Ça peut monter à plus l'infini, le lundi et le mardi. Qu'est-ce qu'on a d'autre à part les tulipes, les fameuses tulipes hollandaises comme exemple historique qu'on reprend à chaque fois là? Non, mais je dis, le système de l'eau, qui était quand même très intéressant, qui a d'ailleurs eu des effets assez favorables, parce que sous la Régence, on avait une rareté de la monnaie. Et d'amener une nouvelle monnaie qui se développait extrêmement vite et qui était soi-disant basée sur les actions de la compagnie de l'eau dans les colonies en Amérique, etc., a eu au début des effets favorables parce que ça a amené la liquidité aux échanges dont on avait besoin. Mais à un certain moment, les prix sont partis. Mais le Bitcoin, pardon encore une fois, sans dire que vous êtes réac, mais le Bitcoin a fait ses preuves, Patrick. Il n'y a pas eu d'incident de paiement qui a été rapporté encore une fois. Il n'y a pas eu de faille pour l'instant. Non, mais là, vous parlez de la blockchain, David. Vous ne parlez pas du Bitcoin. La blockchain est un système extrêmement intéressant qui permet de sécuriser des paiements en C2C, consommateur à consommateur. Vous savez que les compagnies d'assurance réfléchissent à de l'assurance sur la blockchain, les compagnies d'électricité à des échanges d'énergie renouvelable. Donc il faut séparer totalement la technologie d'échange, qui est parfaitement remarquable, et la monnaie. Quoi. Et donc on est clairement en phase de bulle spéculative. Vous me direz 1000% en un an, c'est du jamais. C'est même pire qu'une bulle spéculative. C'est un truc aberrant. Moi j'ai écrit des articles sur le Bitcoin au moment de la création, en disant ce truc finira mal. Parce que, évidemment. Sauf qu'entre-temps, il y aura des gens qui seront devenus millionnaires. Oui, bien sûr. D'abord, c'est un truc spéculatif et à nouveau qui a un lien avec le blanchiment qui est non nul. C'est pire dans les ICOs. Vous savez que sur les pseudo-introductions en bourse qui sont sur les crypto-monnaies, où là, on sait qu'il y a une proportion de blanchiment considérable. Mais enfin, le problème de fond, c'est un problème monétaire de base. Il faut que nous acceptions, même si nous n'aimons pas l'idée, qu'une institution qui s'appelle la Banque centrale ajuste la quantité de monnaie en fonction des besoins de l'économie. Et tout essai aujourd'hui pour revenir à des monnaies dont le processus de création est totalement algorithmique et n'est pas lié aux besoins de l'économie, on a le sentiment qu'il y a quand même, peut-être certains diront qu'il y a du corporatisme de votre part, ou de la part même de Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, qui dit en parlant du Bitcoin que tout ça monte sur du vent et que c'est une escroquerie. C'est ça qu'il a dit. Non, mais c'est pas. Attends, si corporatisme, les banques d'investissement normalement adorent qu'il y ait de la volatilité. Donc si je faisais du corporatisme, je dirais que c'est vachement bien parce qu'on peut gagner plein d'argent en spéculant sur ce truc et en faisant du trading. Non. D'ailleurs, les marchés à terme américains vont sortir des futurs sur le Bitcoin. Ouais, trop tard, le Bitcoin aura peut-être disparu avant qu'ils le sortent. Mais dans 15 jours. Ça peut se faire. Et non, mais voyez. Non, mais ça donne de la crédibilité au Bitcoin, le fait que c'est le CME, Chicago Mercantile Exchange, qui lance encore une fois un produit dérivé sur le Bitcoin. Non, mais on a eu des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'on a régulé, par exemple, les futurs de produits agricoles. Quand le blé, le lait, etc. se sont mis à être pas du tout du blé pour être mangé, mais simplement un support de spéculation sur les marchés à terme, avec une offre qui est les récoltes mondiales de blé et une demande qui explosait, avec les prix des matières premières agricoles ont explosé, on a décidé collectivement qu'on allait réguler très 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 sévèrement les marchés dérivés sur les produits agricoles. Donc, et la plupart des banques d'ailleurs ont décidé d'arrêter complètement de travailler ou de produits agricoles ou de vendre des produits financiers basés sur les produits agricoles. Donc on est dans la même logique. On est en train de mettre en face d'une offre fixe, à nouveau, une demande extraordinairement croissante. Donc vous fabriquez une explosion spéculative et qui est dangereuse parce que la bulle va éclater et on va faire disparaître de la valeur. Quoi. Quel impact justement économique, vous aviez l'air de vous alerter de l'impact possible financier économique. Jérôme Powell, il a réagi hier, il a dit pour lui a priori, il n'est pas inquiet sur l'impact, les dommages que ça pourrait créer sur l'économie. C'est une perte de richesse, donc il y a des gens qui vont perdre de l'argent. Et cette perte d'argent, c'est une évaporation complète de richesse. Hein. Donc je pense qu'il faut être beaucoup plus inquiet que Jérôme Powell. Ça devient suffisamment gros pour ne pas être anecdotique, donc on explose une bulle, donc on va avoir un effet négatif de richesse, et cet effet négatif de richesse se verra probablement sur la consommation, sur la solvabilité des gens, en termes de crédit, enfin, donc non. Donc quand la Banque de France met en garde les investisseurs contre les risques, justement, d'effondrement de ce marché, alors non, elle a raison. Et quand les Chinois l'interdisent, ils ont raison. C'est vrai, ils l'ont interdit. Oui. Et en même temps, le Japon l'a autorisé en tant que monnaie de paiement.
Oui, mais c'est une... Pourquoi il n'y a pas de, oui, mais il y a pas une seule... Non, mais qu'on ait... il va falloir réfléchir, et c'est compliqué, hein, à l'arrivée du digital, alors pas seulement dans les opérations de banque, si on a bien réfléchi, mais dans la monnaie. Le digital permet d'avoir d'autres monnaies que les monnaies officielles des États. Ça, c'est tout à fait clair. Simplement, est-ce qu'on peut accepter que ces nouvelles monnaies qui vont apparaître, et il y en a d'autres que le Bitcoin, hein, est-ce que ces nouvelles monnaies, je ne parle pas des monnaies locales, hein, mais je parle des monnaies, des crypto-monnaies qui sont liées à l'algorithmique et au digital, est-ce qu'on peut accepter que ces nouvelles monnaies se créent de manière totalement privée, c'est-à-dire sans aucun contrôle des banques centrales, avec aucune limite à la création monétaire, aucune règle de création monétaire, personne qui stabilise les prix, qui regarde... Je pense que non. Donc on a un énorme problème de politique monétaire qui est que les banques centrales devront s'occuper non seulement de leur monnaie officielle, mais aussi mais des monnaies virtuelles. toute une série de monnaies algorithmiques qui vont apparaître partout. Et dont on ne peut pas se désintéresser. On ne peut pas dire, bon, c'est pas l'euro et c'est pas le dollar, donc c'est pas intéressant. Ça fera une mission de plus pour les banques centrales. Oui, mais il y a un problème évidemment de stabilité financière sur ces crypto-monnaies. Donc les banques centrales ne peuvent pas s'en désintéresser. Allez, il nous reste quelques instants, Patrick, pour parler des marchés actions américains, encore quasiment record hier en fin de séance à Wall Street. Est-ce qu'elles ont encore du ressort, les actions américaines? Quel potentiel? Parce qu'on le sait bien, c'est le marché qui donne le là, c'est le marché directeur en matière de marché boursier. Les marchés qui attendent encore 11% de hausse des bénéfices en 2018 aux États-Unis. Et en même temps, il y a ce consensus qui dit que l'Europe est moins chère, c'est 16 fois les bénéfices contre 20 fois les Américains. Mais bon, il faut se méfier du consensus. En début d'année, rappelez-vous, tout le monde disait « ouais, le dollar, ça a monté, au final, ça a baissé ». C'est comme un risque asymétrique. C'est-à-dire, au mieux, enfin si on croit les calculs qu'on peut faire, hein, mais sans doute ils ne sont pas très faux, au mieux, la valorisation du marché américain est justifiée sous deux conditions. Un, que l'administration Trump baisse effectivement de la quantité attendue les impôts des entreprises, hein, c'est-à-dire passe le fameux 35 à 20% le taux d'imposition des profits. Ceci augmentera les profits nets faits aux États-Unis de 10%, c'est-à-dire les profits globaux des entreprises américaines de 6 à 7%. Hein. Et ceci, évidemment, que donc si vous dites dans le 20, il y a 7%, il y a 1,5% en gros. Et le second morceau, c'est que les rachats d'actions par les entreprises américaines se poursuivent. Qui ont un peu baissé, mais qui sont toujours de 500 milliards de dollars cette année, c'était 540 ou 550 l'année dernière, donc c'est un poil moins, mais enfin, continue, parce que les rachats d'actions sont une des très grosses différences avec l'Europe. Alors je ne parle pas en termes de C'est ça qui fait monter, pardon, Patrick, oui, c'est ça qui sûr. fait monter les marchés actions américains. Oui. C'est le fait que les boîtes rachètent leurs propres actions, qui d'ailleurs, pour le commun des mortels, est une bizarrerie économique. Alors les boîtes américaines font du levier à deux niveaux. Elles ont tellement d'argent? Non, ce n'est pas les cash flows. Les cash flows sont investis en gros. Elles s'endettent pour acheter leurs actions. Apple en s'en souvient. Quand vous regardez le graphique avec les émissions obligataires des entreprises américaines et les rachats d'actions d'entreprises américaines, c'est la même série. Donc, attends, vous vous rendez compte, une boîte qui s'endette, non pas pour investir, mais pour racheter ses actions. Pour faire quoi? Pour augmenter son cours. Les cash flows font à peu près 100% des investissements. Hein. Donc si les boîtes américaines ne rachetaient pas leurs actions, elles n'auraient aucun besoin d'émettre. Donc aux États-Unis, c'est le financement obligataire qui domine largement. C'est pas anormal pour vous que des boîtes émettent de l'argent, prennent du crédit pour acheter leurs actions, pour faire monter artificiellement le cours de bourse? Il y a un motif critiquable qui est qu'on fait monter le cours, et on réalise les objectifs de ROE, évidemment. Il y a un motif non critiquable que la théorie financière vous dit, si une entreprise n'a pas de projet d'investissement suffisamment intelligent, autant rendre l'argent. Il faut rendre l'argent à l'actionnaire qui, lui, pourra se diversifier dans un autre secteur, par exemple. Donc on remet l'argent au pot pour qu'il aille à un endroit où les investissements sont plus efficaces. Il ne faut pas qu'une entreprise se force à investir ses cash flows s'il y en a trop, évidemment. Donc ça, c'est vrai aussi. Hein. Mais aux États-Unis, je pense que le premier motif domine. C'est-à-dire que les entreprises américaines font monter leur cours et leur ROE par les rachats, et qui est une forme de rémunération de l'actionnaire. C'est pas très sain, c'est quand même pas très sain tout ça. Le problème, c'est que ça... disons pas des choses trop pessimistes, mais ça amplifie les cycles, puisque les entreprises américaines toujours arrêtent les rachats quand l'économie ralentit, et l'arrêt des rachats fait chuter les cours beaucoup plus qu'en Europe. C'est procyclique, comme on dit. Donc c'est complètement procyclique. Et donc si on se dit que, alors revenons, si on boucle sur notre premier point, c'est encore 20 secondes, au moment où l'économie américaine sera radicalement au plein emploi, elle va ralentir pour une raison très simple, c'est que les entreprises n'arriveront plus à embaucher. Donc ils ne rachèteront plus. Si ce ralentissement fait arrêter les rachats d'actions, vous aurez en plus une correction du marché des actions qui amplifiera le problème et que vous n'auriez pas eu en Europe, puisque en termes nets, il n'y a pas de rachat.
Donc quel est le potentiel des marchés américains? Ah, mais il est de zéro, c'est-à-dire qu'on est dans un jeu asymétrique. C'est-à-dire que le mieux, c'est qu'il ne baisse pas, quoi, en gros. Alors, je ne dis pas d'ici demain, mais en gros, à 20 de valorisation sur les résultats de 2018, le mieux est que le marché ne baisse pas. Et à nouveau, il faudra ces deux choses empilées, hein, la réforme fiscale et la poursuite des rachats, pour que le marché ne baisse pas. Voilà, merci à vous, merci pour ces Merci, commentaires. David. Tout ça est signé Patrick Artus, le chef économiste de Natixis. Merci Patrick. Merci David.